aujourd'hui les 10 erreurs du X qu'on ne veut plus voir. Donc, Ambre, ici présente, qui travaille avec nous au niveau du développement, mais qui a un gros background sur justement le design, l'UI, l'UX, un peu nous part de son expérience et des erreurs bêtes qu'il faut un peu arrêter de produire et de reproduire, qu'on voit trop souvent malheureusement dans beaucoup de projets, et qui peut avoir des grosses conséquences business, parce que on le voit aujourd'hui de plus en plus, l'expérience utilisateur, c'est une clé de réussite pour les projets qui est vraiment à prendre en compte, et il faut porter beaucoup d'attention. Donc, moi, je te laisse la main. Ouais. Eh ben, du coup, bonjour et merci à tous d'être là. Pour ceux qui me connaîtraient pas, donc effectivement, alors je suis pas très fan du terme UI UX designer. C'est un peu le terme que tous les designers utilisent aujourd'hui sans en avoir vraiment la résonance. Moi, pour info, je suis partie en tout début de carrière sur le web design. Donc le métier qui n'existe plus apparemment, web designer, ça n'existe plus. Et du coup, en fait, par le spectre de certains de mes expériences professionnelles, je me suis intéressée un peu plus à l'UX, mais du coup, j'ai pas eu de formation à proprement dit, dans le sens où j'ai pas fait une école du UX. C'est vraiment à force de projet, de chercher, de me renseigner, de m'informer et regarder un peu les choses qui se font en ligne. Il y a beaucoup de choses en ligne, donc c'est déjà très intéressant. Donc même sans formation, complètement possible à partir du moment où vraiment on s'y intéresse sérieusement. Et du coup, je préfère le terme UI designer, UX curious. Et du coup, là, voilà, c'est vraiment ressenti par rapport à ce que je peux voir encore aujourd'hui sur le web. Si vous êtes vous-même UI, UX designer, clairement, je vais enfoncer des portes ouvertes. Je vais enfoncer les portes ouvertes, mais malheureusement, je suis obligée de les enfoncer parce qu'on est en 2024 et qu'on voit encore le même type d'erreur, malgré le fait que l'UX a pris un gros essor et que du coup, les gens font un peu plus attention. Euh, donc, voilà. C'est vrai que l'UX, souvent on parle d'école, mais au final, c'est souvent l'école du bon sens. On peut le voir là dans tous les exemples, c'est un peu toujours à ça qu'il faut se raccrocher. C'est ça. Donc juste pour ceux qui ne connaîtraient pas assez l'UX, qui on en a entendu parler, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est vraiment le concept de venir faire de la recherche en amont du design sur une application. Donc souvent les clients, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils savent déjà les fonctionnalités qu'ils veulent. Mais l'idée, c'est qu'en fait, nous derrière, le travail, c'est de faire en sorte que l'utilisateur, ce soit pertinent pour l'utilisateur. Donc vraiment les termes principaux, voilà, on a l'usabilité, la facilité, par exemple pour un tunnel d'achat, que le fait d'être sûr de transformer et que le client il achète à la fin, il faut que le tunnel il soit simple, efficace, rassurant. L'accessibilité, ça va être vraiment, par exemple, tabler sur du contraste pour être sûr que des personnes avec des daltonismes ou des choses comme ça aient accès quand même à votre site. Il faut à tout prix qu'il soit le plus accessible possible au plus grand nombre. La performance, ça, c'est pas juste de l'UX, c'est devenu aujourd'hui une priorité autant en développement que dans la partie analyse. L'esthétique, ça va être vraiment la cohérence et l'unité de votre site, votre app. Qu'on se dise pas d'une page à l'autre, je suis passée sur autre chose. La fiabilité, ça va être vraiment aller taper dans des petits éléments de réassurance, des choses un peu faciles. Par exemple, quand vous faites un paiement en ligne, les petites icônes par exemple, avec nous on travaille beaucoup avec Stripe. Par exemple, l'icône de Stripe, ça peut rajouter une réassurance de se dire le client il se dit ok, on passe par un système qui est sécurisé, ça craint rien. Vraiment la fiabilité, c'est rassurer l'utilisateur sur le bon fonctionnement du site et du coup le fait qu'il soit sécure. Et la pertinence, ça va être vraiment tout le travail qui est en amont avec le client sur identifier quel est son objectif et en fait comment arriver au mieux à son objectif en fonction de ses futurs utilisateurs. L'UX aujourd'hui, pourquoi on en parle de plus en plus? Parce qu'aujourd'hui, ça va vous permettre d'améliorer votre taux de conversion, clairement, d'améliorer votre image de marque, plus votre site il va être agréable à utiliser et plus en fait vous serez référencé comme une valeur sûre.
Du coup, pareil pour la fidélisation de la clientèle. En fait, plus votre outil il va être bien, plus vos clients ils vont revenir, ils vont même peut-être en parler à d'autres personnes qui vont venir, qui vont revenir et d'autres utilisateurs. Et évidemment, la compétitivité. C'est-à-dire, si vous êtes sur un même axe de marché que d'autres sites, d'autres applications, bah, on le sait parce que nous-mêmes, on lit au jour le jour des applications. Il y en a plein pour faire des choses qui sont plus ou moins semblables. Et en fait, vous allez choisir celle qui est le plus confortable à utiliser et celle qui correspond le mieux à vos besoins. Et vraiment, c'est pour ça que l'UX, c'est super important en termes de compétitivité parce que ça vous permet de vous démarquer donc de vos concurrents. Donc voilà, l'idée, c'est de parler, voilà, les 10 choses qu'on voit régulièrement et qu'on ne veut plus voir. Brûler les étapes. Brûler les étapes, aujourd'hui, c'est plus possible. Justement, l'UX aujourd'hui, ça prend de l'ampleur et brûler les étapes, c'est se lancer dans le design avant même d'avoir défini clairement les objectifs et les features de votre application ou de votre site. On a eu le souci récemment. On a reçu des maquettes de landing pour avoir une direction artistique, enfin de landing plus parce qu'il y avait aussi un peu des vues de l'application. Et en fait, nous, on a récupéré le projet tel quel parce qu'on devait faire une intégration. Personnellement, je devais faire quelques vues complémentaires. Et en fait, dès qu'on a commencé à faire le design des vues complémentaires, eh ben, on s'est retrouvé avec le client à faire des réunions qui ne sont pas de l'ordre de revue sur le design, mais de revue sur quelles fonctionnalités on attend, comment l'utilisateur est censé interagir avec le site. Et en fait, finalement, on était dans des réunions UX alors qu'on était en train de faire des maquettes. Et en fait, nous, on savait pas s'il y avait eu tout un travail du UX fait avant. On nous avait juste fourni les maquettes. Et en fait, on s'est retrouvé là de but en blanc avec un projet ultra avancé. On était déjà plus ou moins en train, nous, de le développer. Et au milieu du développement, on se retrouvait à faire des réunions et à changer complètement le fonctionnement de l'application. Donc, vraiment, euh, que l'UX va vous apporter aujourd'hui, c'est le brainstorm d'avant. Le pouvoir du wireframe, ce n'est pas à prendre à la légère. Le wireframe, c'est quoi? C'est vraiment de la maquette ultra basique avec pas de couleur, vraiment juste du placement. Ça va vous permettre d'identifier quels sont les boutons et interactions qui sont nécessaires en fonction de quelle page, quelles sont les informations importantes à mettre en avant. Et en fait, ça va vous permettre surtout d'avancer sur la conception et l'usabilité en vous affranchissant du client qui va vous dire ah mais moi cette couleur de bouton est-ce qu'on pourrait pas plutôt la faire rose parce que je trouve ça plus. Et en fait ça c'est des choses qui vont venir parasiter l'expérience utilisateur. Là avec le principe du wireframe, c'est que vraiment vous allez pouvoir faire juste du zoning, savoir quelles sont les informations importantes, quitte à derrière repasser dessus en UI design et déplacer un petit peu les éléments et les réagencer, les choses comme ça. Mais au moins, quand vous arrivez au stade de maquettage, vous savez quelles sont les infos les plus importantes, celles à mettre le plus en avant, les boutons qui vont être les plus utilisés et toutes ces choses-là. Et du coup, ça vous permet d'avoir vraiment une analyse et ça vous permet aussi de euh, vraiment recentrer les features que vous voulez mettre en avant. C'est-à-dire, là, on est sur un projet où j'ai fait du wireframe avec le client et c'est super intéressant parce que du coup, on a la vue et en fait, on se rend compte, même si on avait fait de l'analyse avant, on se rend compte que, ben, en fait, là, c'est pas exactement comme ça et en fait, on aurait besoin de pouvoir rajouter aussi cette option-là. Et mais dans cette option-là, ce qu'on m'avait pas dit en amont, c'est qu'il y a des sous-options à sélectionner. Et en fait, le wireframe, ça vous permet de faire ça. Ça vous permet d'avoir vraiment juste du positioning et de centraliser qu'est-ce que va être le cœur de l'application et comment on va l'utiliser. Oui. Deuxième erreur, noyer vos utilisateurs. Ça paraît évident dit comme ça, mais je ne compte pas le nombre autant de landing page que d'applications où on a trop d'informations. On ne sait pas où cliquer, tous les boutons sont les mêmes, il y a 18 onglets, 18 tablettes, on ne sait pas. Et en fait, le problème, c'est que bah, forcément, cognitivement,
pour l'utilisateur, c'est pas pratique. S'il doit chercher l'information dont il a besoin, s'il doit chercher comment accéder à l'information dont il a besoin, là, déjà, vous le perdez, en fait. Vous le perdez. Aujourd'hui, il y a 20 à 30% des utilisateurs, donc là, on parle de landing page, mais ça vaut aussi, donc qui trouvent que les pages d'accueil sont surchargées et fouillées. Souvent, quand on fait une application, et du coup, pareil, quand on fait la landing page qui va découler de cette application, on a envie de mettre plein d'infos pour dire à quel point notre outil, il est performant, notre outil, il est pratique à utiliser, notre outil, il différencie des autres. Et en fait, le problème, c'est que finalement, noyer votre utilisateur, lui, il va pas pouvoir intégrer autant d'informations et surtout, ça va donner un signal contraire. Ce que vous voulez que l'utilisateur, il comprenne que votre outil, il est différencié parce qu'il est simple d'utilisation. Plus vous lui donnez d'informations pour lui dire comment ça fonctionne exactement, en fait, plus vous allez lui donner un message en fait, elle est pas très simple elle est pas si simple à utiliser parce que tu as besoin de plein de descriptions de comment ça marche avant de pouvoir l'utiliser. Donc, vraiment, ça, c'est un problème que je vois encore beaucoup dans les applications et surtout dans les landings. Vouloir en mettre trop et en dire trop, c'est pas toujours rassurant finalement pour l'utilisateur. Parce j'imagine que c'est rassurant pour lui d'avoir toutes ces informations et en fait, ça lui envoie juste un message de c'est flou et il y a plein de choses à retenir. Euh, on est bien pour le sujet suivant, les temps de chargement trop longs. Comme vous pouvez le voir, c'est frustrant. On a l'impression que ça bug. Même si derrière, c'est pour avoir un effet waouh, le site, il est trop beau. En fait, il n'y a rien de plus frustrant que d'attendre des images qui, en plus, vont pas forcément servir à la compréhension ou à l'utilisation du site, de charger. Et en fait, ça va juste envoyer un signal de ça fonctionne pas, c'est buggé. C'est pas fluide et ça encore plus ça va être encore plus handicapant pour votre SEO, référencement et tout ça. Parce que plus votre temps de chargement il est long, je sais que j'enfonce des portes ouvertes en disant ça parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup de l'optimisation, mais plus le temps de chargement il est long et en fait moins vous serez bien référencé par Google. Donc vraiment pensez-y. Petit message aussi, pas que pour les UI UX, c'est aussi pour les devs. Voilà, optimisez vos codes pour que ce soit fluide et vos calls parce que c'est vraiment primordial aujourd'hui euh, de s'améliorer là-dessus. Quatrième erreur, pardon, donc ne pas concevoir la navigation. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, je vois beaucoup de sites ou d'applications où on balance dans la navbar 2-3 liens, 2-3 infos, et on se dit que de toute façon, c'est pas très grave. Et puis quand on ouvre, on a des tiroirs, deux tiroirs, deux tiroirs, deux tiroirs pour trouver l'information dont on a besoin. Et ça, clairement, grosse, grosse, grosse erreur. Vous devez accompagner votre utilisateur. La barre de navigation, c'est l'indicateur universel. Tous les sites en ont, que ce soit la sidebar ou la navigation en haut de site. Et en fait, il y a vraiment des choses il faut arrêter de faire. Donc, comme je disais, en fait, il faut guider votre utilisateur. Ne le perdez pas. N'oubliez pas de lui mettre des petits indicateurs comme un fil d'Ariane. C'est pas toujours très esthétique, mais en fait, c'est ultra pratique pour l'utilisateur de savoir dans quelle page il est imbriqué et comment revenir à la page précédente ou 2 pages avant. Parle si vous avez quelque chose avec plusieurs niveaux de complexité, là ça va être plus pour du site, mais vous avez quelque chose avec plusieurs niveaux de complexité, il faut vraiment en fait que la navigation elle soit un accompagnant de votre utilisateur. Pareil, maximaliser. Ne vous dites pas je vais mettre 3 termes parce que ça fait plus joli dans ma barre de navigation. Et après, du coup, comme je vous le disais, on ouvre et puis il y a des tiroirs, de tiroirs, de tiroirs, de tiroirs. Allez-y, aller à peu près jusqu'à 6, après plus ça commence à devenir galère, mais 6 termes dans votre barre de navigation, et ça va vous permettre du coup d'avoir 6 catégories, d'avoir moins de sous-catégories de sous-catégories.
ça va vous permettre de minimiser le nombre de clics de l'utilisateur pour atteindre son objectif. Et pareil pour les sous-menus, n'hésitez pas à les classer en groupe par un biais esthétique ou quoi, parce qu'en fait, cognitivement, une liste qui n'en finit plus pour l'utilisateur, c'est un enfer. C'est un enfer et vous pouvez être sûr que la moitié de votre site va pas être consulté. Donc vraiment, pensez à son confort cognitif. Dites-vous que pour vous, si vous devez passer en coup d'œil et que vous pouvez pas comprendre ce qui se passe, c'est pas bon. Pareil pour lui. Et enfin, le positionnement et surtout le principe de le mettre en sticky. Je vois encore trop souvent des sites où la navigation, elle disparaît quand on scrolle. Elle reste bloquée en haut. Et ça, en fait, c'est pas possible. Parce que le fait d'avoir votre menu assistant à tout moment du scroll, ça va améliorer votre taux de clic et d'engagement et ça va réduire le temps avant le premier clic du coup. Ça qui est super important pour l'interaction de votre site. Donc vraiment gardez-les en sticky et le positionnement, ne soyez pas trop originaux. Je l'ai fait. On l'a tous fait. Le design qui est joli avec la barre en latérale sur la droite avec les termes verticaux et tout ça, machin bidule, je plaide coupable. Mais en fait, il faut pas oublier que, comme je disais, c'est un indicateur universel, il faut que ce soit confortable et il faut que ce soit à l'endroit où on attend que la navigation soit, que l'utilisateur y ait accès aussi facilement. Et du coup, ce qui m'emmène au 5e point, qui est réinventer les conventions. C'est très facile d'aller sur Internet et de trouver des designs trop beaux. Personnellement, je vais sur Howard pour m'inspirer. C'est la pire idée de l'histoire parce qu'il y a que des sites, certes très beaux, mais pas du tout friendly, utilisateur friendly. En fait, ce qu'il faut que vous intégriez, c'est qu'il faut que votre application, site ou quoi que ce soit fasse écho aux expériences similaires que l'utilisateur a déjà vécues sur le web. Donc en fait, pour être intuitif, il faut que ça offre un fonctionnement qui est proche du fonctionnement habituel. C'est-à-dire, comme je disais, la navigation, c'est toujours en haut ou à gauche. Si vous allez la mettre à droite, bon, il va pas le perdre, hein, mais forcément, il va mettre plus de temps à comprendre, il va mettre plus de temps à naviguer et forcément, du coup, en fait, vous allez perdre en usabilité. Et le problème, c'est que plus vous allez être originaux et que vous allez changer ses habitudes, plus ça va générer de la frustration chez l'utilisateur qui va pas pouvoir trouver les infos comme il a l'habitude de les trouver sur les autres sites. Et alors, certes, il va avoir un souvenir esthétique de se dire, ah oui, le site était trop bien, mais par contre, je vais pas m'en servir parce que c'est chiant, quoi. Typiquement, je vous disais Howard, là, voilà, en fait, le problème, c'est que vous avez des exemples comme celui-ci où, ok, c'est très original, je ne sais pas où je dois cliquer, je ne sais pas à quoi correspondent les informations, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai mis quand même le lien du site parce qu'il est joli, mais clairement, je vois Reese Artwork, donc je pense que c'est un artiste de ce que j'ai eu. Mais bon, pour vous dire, il faut vraiment éviter d'avoir des choses qui sont OK, waouh, mais qui n'accompagnent pas votre utilisateur. Il y a une phrase qui est peut-être un peu dure, mais que j'aime beaucoup. C'est ne pas prendre l'utilisateur pour un débile, mais ne pas oublier qu'il l'est. C'est un peu, il a besoin d'être accompagné, il a besoin que vous le teniez par la main et que vous lui disiez, OK, tu vois ce gros bouton en rouge là, c'est celui-là sur lequel il faut que tu cliques si tu veux réussir à faire quelque chose. Et souvent, parce qu'aussi, faut pas oublier que nous, on passe énormément de temps sur nos sites, mais en fait, l'utilisateur final, lui, il va y passer quelques secondes à peine. Donc, s'il ne comprend pas tout de suite ce que c'est, il va zapper. En fait. Il ne prendra pas le temps de chercher. Exactement.
Erreur numéro 6, j'ai l'impression que c'est une trend, ça. Je le vois sur des nouveaux sites, surtout. Donc, ne pas afficher les infos de contact. Ne pas avoir une page contact clairement, ou alors les flanquer dans un footer ou dans une sous-page, de sous-page, de sous-page. Euh, Aujourd'hui, donc, la stats, 44% des visiteurs quittent le site si c'est pas une information de contact. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la partie contact de votre site, ça va commencer à créer du lien entre vous et l'utilisateur. Déjà, il y a une couche d'humain qui va s'ajouter. Et en fait, pour faciliter la création de ce lien, le mieux, c'est quand même de mettre le plus de données possible. Bah, moi, je trouve, par exemple, aussi que ça crée donc cette couche d'humain et de mettre l'adresse, de mettre le numéro de téléphone, de mettre le mail. Déjà, bah, ça envoie 2 messages à votre utilisateur. Ça envoie un message de si un jour tu as un problème, on est joignable. On est joignable. C'est un gage de sécurité pour lui de se dire, ah bah ok, c'est cool. Je sais que ils sont accessibles. Si j'ai le moins de soucis, si je veux commencer à utiliser l'application ou quoi que ce soit, ils sont accessibles. Je vais avoir un interlocuteur. Et la deuxième chose, moi, je trouve que ça peut créer aussi du lien, on va dire, émotionnel, affectif. Par exemple, je prends l'exemple de nous, on est basé à Gémenos. Eh ben, j'en sais rien si ça a été un facteur différenciant pour certains clients, mais de se dire, ah ben, ok, donc par exemple, je sais pas, c'est une entreprise qui est locale, ça va me permettre de faire travailler le réseau local, et en fait, du coup, il va y avoir aussi un peu ce côté, voilà, c'est des bureaux, il y a des bureaux accessibles, on sait où ils sont et tout. Ça peut être intéressant. Donc vraiment, les infos de contact, c'est vraiment ultra important parce que ça crée vraiment cette couche déjà de fiabilité et surtout un lien humain avec votre utilisateur, entre l'utilisateur et bah, l'équipe derrière l'outil finalement. Septième erreur, gare au double fond. Qu'est-ce que j'entends par double fond? Typiquement, c'est les sites aujourd'hui qui mettent une grande image ou un grand titre en full 8 de la page. Et même si aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus l'habitude et que l'utilisateur va scroller, il faut à tout prix que vous lui donniez des indications d'interaction. C'est-à-dire, typiquement, là on a des exemples. Si vous avez une page et qu'il y a beaucoup de trucs à scroller, il faut à tout prix que la manière dont l'utilisateur scrolle se retrouve pas au niveau d'une ligne de flottaison où il a l'impression qu'il n'y a plus à scroller. Il faut à tout prix que si vous avez des infos qui doivent apparaître après, il faut à tout prix qu'on ait un indicateur. Par exemple, sur le premier site, on a donc les images qui dépassent et ça, bah, intuitivement, on se dit bon bah ok, il y a forcément plus à voir. Pareil pour la seconde, on se dit bah c'est sûr que l'image elle s'arrête pas ici. Donc vraiment, c'est donner des indices d'interaction à vos utilisateurs. Et donc du coup, le double fond, c'est vraiment cette traîne de l'image qui prend tout, le header qui prend toute la page et qui bah, parfois du coup donne un peu l'impression que bon bah il y a plus rien d'autre à voir. Comme disait aussi Dominique tout à l'heure, nous on y passe du temps sur les sites, mais aussi des fois les utilisateurs ils n'ont pas la même consommation. Nous on en voit plein, on sait comment ça marche, on a les habitudes. Je sais que si je tombe sur ça, ben il va falloir que je scrolle. Je sais que c'est pas la fin de l'information ici, mais pour vraiment, comme on parlait aussi d'accessibilité, ça vaut aussi pour le plus grand range de personnes aussi, hein, des gens qui n'ont pas forcément toujours accès à Internet, des gens qui n'ont pas toujours l'habitude d'Internet. Il faut vraiment, comme je disais, accompagner son utilisateur. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez le son, mais Dès les premiers symptômes, réagissez. voilà. Donc vous avez typiquement l'exemple de ce qui ne supporte plus dans les sites, les vidéos et les sons qui se lancent tout seuls. Pour que vous ayez 10 tabs ouverts sur votre navigateur, trouvez d'où vient le son. Je crois que c'est un enfer. Je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. Si votre vidéo elle a besoin d'être vue, elle sera vue. Trouvez-lui une place.
si votre son il est sympa, donnez envie de l'écouter avec, je sais pas, mise en page esthétique, quelque chose comme ça. Mais arrêtez de lancer les choses automatiquement sur les sites. Ça vaut pareil pour les vidéos de démo sur les grands sites qui font du cinéma ou des choses comme ça. Ne, ne lancez plus rien automatiquement, s'il vous plaît. Non, 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 Rémi. Hmm. Non, non, il y a Rémi qui écrit dans le chat. Vas-y, continue. J'ai pas vu, je vois pas le chat. Je l'ai pas ouvert. Ouais, bah oui. Du coup, Mais c'est vrai que bon, ça, malheureusement, là, typiquement, sur Gorafi, bon, quand c'est des annonceurs, bah, des fois, vous n'avez pas la maîtrise. Et c'est vrai que si vous faites un site qui marche avec les annonceurs, ça, c'est des choses que juridiquement, vous encadrez dans vos contrats avec eux. Voilà, vous voulez pas que ce soit une pub vidéo, etc. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Mais il faut y prêter cas parce que c'est selon ce que vous aurez, effectivement, après, vous perdez de l'expérience utilisateur, donc vous avez moins de vues, donc vous avez moins d'annonceurs. Ça peut aussi être à prendre en compte. après, j'ai pris le Gorafi, mais le Gorafi n'a pas de vidéo qui se lance tout seul. C'est juste pour avoir quelque chose et pour pas prendre trop de risques avec le site que je montrais. Du coup, 9e point, j'appelle ça le diabète numérique. Pourquoi le diabète numérique? Parce qu'évidemment, je vous parle de cookies, de newsletters et de services inutiles. C'est vraiment les informations dont on vous gave quand vous arrivez sur un site. Les fenêtres de cookies, déjà qui vous forcent à accepter pour quitter la fenêtre. Ça, bah, déjà en termes de législation, on n'est pas bon. Et pourtant, je vois encore pas mal de sites qui le font. Euh, ouais, les cookies qui vous empêchent d'accéder au site, c'est une plaie. Euh, Moi, j'aime bien que le truc de cookie soit le plus discret possible, mais après, c'est un peu compliqué, voilà, en termes d'utilisation, mais surtout, forcer les gens à accepter vos cookies, non. Je sais que c'est bien pour vous, vos statistiques et vos infos, mais non, faites pas ça. Forceur de la newsletter. Je prends l'exemple de la pop-up de la newsletter parce que c'est quand même la plus courante. Typiquement, vous êtes en train de lire ou vous naviguez sur un site et sans crier gare, vous avez juste l'énorme pop-up qui se met en pleine size de votre écran. Vous pouvez plus rien lire, vous pouvez plus rien dire, plus rien faire et ça vous propose de vous inscrire. Clairement, c'est au-delà d'être intrusif, je pense que c'est même plus dissuasif qu'autre chose. C'est un peu comme si vous rentriez dans une boutique et qu'on vous proposait la carte de fidélité avant même que vous ayez regardé les produits du magasin. Ça se fait pas. Eh ben, pour le digital, ça se fait pas. Euh, la pop-up de newsletter, elle peut exister, mais il faut qu'elle intervienne à un moment pertinent et du coup pas intrusif. Ou alors la chose qui peut être bien aussi pour la newsletter, c'est d'avoir un bandeau sur la landing ou je ne sais quel autre espace, même si vous avez un petit encart dans votre app où vous avez vraiment besoin de prendre du lead et d'avoir de la newsletter. Disons que si les gens sont intéressés par votre newsletter, ils s'inscrivent. C'est pas en leur balançant une pop-up à l'entrée du site que vous récupérerez des leads. Et le dernier intrusif, c'est la fenêtre d'aide qui ne sert à rien, dans le sens où ça m'arrive encore quelquefois d'aller sur des sites. Donc bon, bah il y a la zone d'aide, ça c'est ok, c'est bien d'en avoir une, mais qui génère automatiquement un message dans une chatbox pour vous dire bon, est-ce que vous voulez de l'aide? Moi perso, je le reçois pareil dans un magasin comme le vendeur qui vient et qui t'aggro alors que t'as même pas encore regardé qu'est-ce qui se passe. Bah, c'est le même principe. En plus, je trouve que ça donne un message de non-sécurité. Ça donne un peu l'impression qu'on est déjà rentré dans votre boîte de messages, même si c'est un chat sur le site. Mais ça peut envoyer aussi un message, enfin un signal de moins de sécurité parce que bah du coup quoi, on m'a déjà envoyé un message, on n'a même pas regardé ce que je faisais.
Donc voilà, c'est important de fournir de l'aide. Ça ne sert à rien de la forcer. Si votre utilisateur il a besoin d'aide, il est assez grand, il va regarder et puis il va vous contacter. Et, euh, et de savoir qu'il a juste accès à un chatbox, ça lui suffit largement. Il n'a pas besoin de recevoir un message poussif de as-tu besoin d'aide? Et le 10e point, c'est le freestyle de type. Je pense typiquement à ça. Ou encore ça. Alors, ok, l'esthétisme, mais à partir du moment où vous demandez un effort à votre utilisateur, bah, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. L'utilisateur, j'arrête pas de le dire, il faut l'accompagner, lui donner la main. Il faut vraiment qu'il puisse avoir accès facilement et rapidement aux informations. J'ai plus la stat, mais je pense que je crois que c'est dans les 30 premières secondes où l'utilisateur il sait ou pas s'il reste sur un site. Donc, soyez clair. En termes de typographie, contrastez-les, c'est-à-dire mettez bien la différence entre vos titres, sous-titres, contenus. Pensez bien à privilégier des fonds unis. C'est-à-dire plus vous allez faire un background un peu esthétique, machin bidule, plus vous allez perdre en lisibilité de votre texte. Donc pareil pour le contraste, pensez bien à mettre des couleurs foncées sur du clair et inversement. Optez pour des phrases courtes. Il faut que ce soit simple et compréhensible. N'hésitez pas à diviser vos textes en paragraphes courts. Il faut qu'en fait, comme pour vous, comme pour toute personne, quand on lit un pavé encore plus en ligne, la fatigue visuelle, elle est plus importante. Vraiment, mâchez-lui le travail. Coupez vos paragraphes, faites-lui des textes courts avec du gras un peu par-ci par-là, histoire de l'accompagner, qu'il puisse voir du premier coup d'œil quels sont les termes importants, est-ce qu'il a envie de lire, est-ce qu'il n'a pas envie de lire. Et n'hésitez pas à agrémenter aussi avec des images, des icônes et des choses comme ça, que ce soit ludique finalement pour l'utilisateur de lire votre contenu. Et enfin, éviter le noir pur, c'est-à-dire que le noir vraiment 000 en ex sur du blanc, c'est très agressif pour l'utilisateur. Donc, allez taper plutôt dans du gris foncé pour atténuer la fatigue visuelle et améliorer du coup la, la lecture de vos utilisateurs. Je pouvais pas ne pas parler de ça et en même temps, comment dire, on en a trop parlé, mais la version mobile en bonus, euh, j'ai mis quelques stats juste pour vous rappeler à quel point c'est important. Euh, Avoir une version mobile, ça veut pas forcément dire qu'il faut créer une mobile app quand vous faites une web application ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'il faut que votre utilisateur il puisse avoir accès quand même à son application, quitte à ce que ce soit que de manière consultative, mais apportez-lui quand même quelque chose qui lui permette d'accéder à ces informations en mobile, quitte à ce qu'il puisse pas y avoir d'interaction sur le site, sur l'application. Nous-mêmes, on l'a expérimenté sur notre web application. Les interactions sont pas possibles, mais la consultation est possible. Et souvent, c'est quelque chose qui est apprécié, même si, et même les utilisateurs nous disent, mais on n'a pas besoin d'interagir avec, parce que de toute façon, vu l'utilisation de l'application, ça peut pas se passer par téléphone. Mais de savoir qu'ils ont accès consultativement à certaines parties de l'application, c'est quand même un plus. Donc, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a 22% d'augmentation de la consommation en ligne qui se met en smartphone depuis 2015 à 2023. Euh, on sait que les utilisateurs peuvent quitter un site s'il n'est pas de mobile friendly parce que de toute façon, aujourd'hui, vous êtes tous par mobile. Donc, je ne vais pas trop en parler parce que je pense qu'on en a déjà trop parlé.
Mais ne l'oubliez pas parce que c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui dans l'UX design, que ce soit d'ailleurs plutôt mobile first que, que desktop first. Donc, petite conclusion pour pas non plus vous laisser comme ça. Les facteurs contextuels, ils vont vraiment influencer le comportement de l'utilisateur sur vos interfaces. Donc, en fait, quand vous la concevez, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Quel va être ce type de question? C'est la création, ça passe par la création du persona. Donc, ça va être qui est ma cible? Est-ce que c'est un corps de métier particulier? Est-ce que quel âge il a, le rapport à la technologie, ses intérêts, toutes ces choses-là, parce que du coup, ça va vous permettre de cibler. On va pas faire une application de la même manière si elle s'adresse, je sais pas, clairement, la Poste va pas faire la même application que, je sais pas, on va dire Spotify. Je sais pas si la comparaison est très flagrante, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas du tout la même cible. La Poste, ils sont obligés de faire ça très simpliste pour que ce soit accessible à des personnes qui ont même pas du tout l'habitude d'utiliser peut-être Internet. Je sais même pas si le site de la Poste est bien fait, mais et par contre, Spotify, on va viser quand même des gens qui ont plus l'habitude et qui savent naviguer, qui savent faire des playlists, des choses comme ça. Donc voilà, vraiment d'identifier qui est votre utilisateur, c'est super important. La deuxième étape, du coup, ça va être l'analyse du parcours de cet utilisateur. On parle de la User Journey Map. La User Journey Map, c'est en gros, vous allez vous mettre à la place de votre utilisateur. Et par exemple, typiquement, vous êtes, je sais pas, un e-commerce et vous vendez des t-shirts. Vous allez prendre toutes les étapes depuis l'accès au site, la recherche du t-shirt, mettre dans le panier, valider le panier, choisir le paiement. Donc, toutes ces étapes-là, vous allez les verbaliser, les noter. Et en fait, vous allez pouvoir identifier, OK, à cette étape-là, quels pourraient être les possibles freins. Donc, typiquement, je sais pas, à l'étape de paiement, ou alors à l'étape de livraison, vous n'avez qu'un seul choix de livraison. Bon, ça peut être un frein pour votre utilisateur. C'est possible qu'il se déconnecte de votre site. Et en fait, voilà, du coup, vous allez pouvoir, pour chaque étape, identifier des possibilités de problèmes pour pouvoir les, on va dire, résoudre en amont et se dire, bon, je sais qu'à cette étape-là, j'ai besoin d'avoir au moins trois options de livraison pour que l'utilisateur aille jusqu'à la fin du tunnel. Vraiment, ça, c'est un très, très bon outil, le User Journey Map. Si vous lancez dans une application, je peux que vous conseiller de le faire. C'est accessible, même si vous n'êtes pas UX designer, il y a plein de vidéos qui expliquent ça plutôt bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et la dernière étape, c'est si vous avez l'opportunité, si vous avez l'occasion, parce que dans l'UX, vraiment, quand on fait l'UX Research, il y a aussi toute une partie interaction avec l'utilisateur, feedback et retour. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, n'hésitez pas à recevoir des feedbacks choisissez le pote qui utilise le moins Internet ou le moins l'outil, vous lui faites tester et puis vous lui dites, OK, go, dis-moi ce qui va pas, dis-moi ce qui va. Et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre expérience utilisateur. Et ça, il faut que c'est quelque chose qui vaut le coup d'intervenir régulièrement dans la vie de votre application. Parce que du coup, possiblement, vous avez utilisé une feature, vous avez décidé de la développer et finalement, à terme, l'utilisateur, c'est pas la feature que vous aviez mis en avant qu'il utilise le plus. Et en fait, ce serait bête de pas réagir et de pas, du coup, s'adapter aux nouveaux besoins de vos utilisateurs. Donc voilà. Un petit peu l'intégralité de ce que je vois beaucoup en ce moment. Je suppose que vous en avez vu plein aussi. Donc, Merci Ambre pour cette présentation. On va commencer du coup maintenant la série de questions. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui sont encore présents, à poser vos questions dans le chat. Moi, je vais commencer par une première question. Du coup, au début de la présentation, tu nous as bien expliqué qu'une part importante au final, c'était la simplification.
Et bon, à mon sens, c'est peut-être une des choses les plus dures justement, mais quand on a un projet, quand voilà, forcément on veut toujours tout mettre, on va dire. Donc ce serait quoi tes premiers conseils justement pour amorcer cette phase de simplification? Parce que c'est vrai qu'au final, en UX, souvent on dit bon, c'est une fois qu'on n'a plus rien à enlever que là le travail est fini, quoi. Là. Et comment est-ce que ça serait quoi tes conseils pour cette étape-là qui est peut-être la plus douloureuse pour le créateur et quand vous Je veux faites des dire, spécifications? à l'étape de la conception, une fois que l'application existe déjà. Bah, on va dire juste non, que ce soit l'un ou l'autre. Justement, après, je sais pas quand est-ce que tu conseilles, à quel moment c'est le mieux que ça intervienne, cette étape de simplification. Et justement, Bah, comment procéder, c'est quoi les meilleures étapes. moi, je suis plutôt, après, je sais pas si c'est vraiment un conseil du X ou si c'est pas un conseil qui regroupe un peu tous les corps du métier de la conception web. Ça va être, de toute façon, quand on lance une application, je pense qu'il faut pas avoir 50 features. Quand on lance une application, souvent on lance un concept et en fait, il faut que le concept il soit simple et clair dès le départ. Et en fait, les gens qui vont commencer à se noyer en se disant ah mais il faudrait rajouter ça, faudrait rajouter ça, faudrait rajouter ça, en anticipant les besoins de l'utilisateur, alors qu'en fait, au final, bah, peut-être que l'utilisateur tous ses besoins il les aura pas. Et s'ils y sont pas, eh ben ils lui manqueront peut-être pas. Et et du coup, je pense que vraiment ça va être de réfléchir à qu'est-ce qui est primordial, quel est l'objectif principal donc de l'application, qu'est-ce qui est primordial pour cette application et qu'est-ce qui peut presque être parasitant de l'application. Je sais pas si j'ai un exemple là en tête. Euh, je cherche un exemple, mais j'avoue que Bon, après, il y en a effectivement, hein, mais ça, c'est sûr que le but, encore une fois, oui, c'est d'enlever tout le superflu, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours l'étape la plus simple. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enlever, ça veut pas dire l'évincer pour toujours. En fait, si ton Ouais. application, elle avance et que tu vois que le besoin, peut-être qu'il n'existe pas, mais il pourrait apporter un plus, tu peux aussi, dans un deuxième temps, le mettre en place. Et ça, c'est pour ça que je me disais que ça va au-delà de l'UX, c'est vraiment aussi de la stratégie marketing, de se dire, bon, bah, en fait, on attend de voir si l'application, elle prend, elle fonctionne bien. Et là, on peut rajouter peut-être des niveaux de complexité. Typiquement, je pense à des applications, bah, je crois Airbnb, je crois qu'à la base, c'était vraiment beaucoup plus simple que ça. C'était ciblé sur, je me rappelle plus sur quoi c'était ciblé, mais en fait, ça a bifurqué parce qu'ils ont voulu rajouter des features et qu'en fait, les utilisateurs, ils ont décidé de l'utiliser différemment. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. Je pense que pour tous les produits et projets, il faut savoir être, on va dire, fluide et pas trop bloqué euh, pas trop bloqué sur l'idée qu'on s'en fait initiale. Faut être agile, faut être prêt à faire évoluer, quoi. Alors, Guillaume Mm. qui effectivement, donc effectivement, oui, c'est sûr, ça fait écho à ce qu'on disait déjà pour le MVP. On va dire, ça c'est sûr, on en est convaincu, nous, et des expériences qu'on voit avec tous les différents startups qu'on a pu accompagner ou même les produits qu'on a nous-mêmes lancés. Au final, la meilleure technique, c'est toujours de se lancer le plus vite possible avec la meilleure proposition de valeur, mais d'avoir quelque chose de simple. C'est vrai que ça, c'est au niveau aussi de la conception que ça se fait, l'expérience, enfin, au niveau de quand on conçoit l'expérience utilisateur, comment est-ce qu'on va au plus simple, quelles sont les étapes qu'on peut enlever. Bon, bah, cette étape de paramétrage-là, certes, ça permet de faire quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus puissant à la fin, mais est-ce que ça n'entache pas trop l'expérience utilisateur? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas finalement le reléguer à plus tard et s'en passer juste pour être encore plus pertinent et encore plus direct dans la proposition? Donc effectivement, c'est quelque chose. Je vois Michael qui recommande une chaîne YouTube, alors Bastille, pour aller un peu plus loin. Et effectivement, hein, ça c'est vrai que si vous vous intéressez à l'UX, il y a énormément de contenu pour faire ça, enfin, pour en tout cas avoir, on va dire,
de concept et de base. Il y a aussi de très bons logiciels gratuits pour faire justement des mock-ups, ce qu'on disait au tout début de la présentation, c'est-à-dire une maquette mais sans design, vraiment juste pour juste pouvoir avoir l'expérience utilisateur de où seront les boutons, qu'est-ce que ce sera, est-ce que ce sera un tableau, est-ce qu'il faudra scroller, etc. Pouvoir tester ce sorte d'ersatz de ça. Donc ça c'est sûr. Après n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Plus loin. Surtout, dites-vous, l'UX, ça intervient vraiment à tous les niveaux de l'application. Enfin, à tous les niveaux, j'entends l'espérance de vie de l'application, on va dire. C'est-à-dire, vous dites pas que parce que vous n'avez pas fait du UX à la naissance de votre application, c'est pas possible de faire du UX maintenant. Il y a beaucoup d'outils d'audit UX justement qui vous permettront de vous poser et d'améliorer votre expérience utilisateur, même si le site ou l'application existe déjà. Et des fois, c'est pas besoin de faire, je parle pas de faire une refonte, hein, mais des fois, ça va être de changer positionnement de telle information ou alors le bouton, le mettre plutôt ici, juste utiliser cette étape-là. C'est des choses, vraiment, l'UX, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de temporalité. C'est pas parce que vous l'avez pas fait au début de votre projet ou alors que vous l'avez déjà fait au début de votre projet que ça vaut pas le coup de le refaire, de se refaire un audit, après 1 ou 2 ans de vie pour voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer et qu'est-ce qu'il y a à changer. Ouais, bien sûr, mais surtout comme on le disait, hein, de toute façon, une bonne UX, c'est aussi prendre en compte les habitudes utilisateurs, mais ces habitudes, elles évoluent dans le temps. C'est sûr qu'une UX qui pouvait être très pertinente il y a 5 ans, peut-être aujourd'hui est complètement datée et on n'a pas du tout, parce que les utilisateurs n'ont pas du tout les mêmes réflexes, ou aussi parce que les utilisateurs ont évolué, parce que si vous ciblez des utilisateurs en fonction de la tranche d'âge, par exemple, vous n'aurez pas les mêmes comportements, donc il ne faudra pas que vous ayez la même UX pour être le plus pertinent avec votre public. Mais ça, quand vous vous lancez, peut-être qu'au début, c'est vrai que c'est assez flou, parce que justement, vous n'allez peut-être pas savoir exactement quel public va s'emparer de votre application. Par contre, c'est pour ça qu'on en parlait dans les derniers points, mettre en place assez tôt un système de feedback et toujours se remettre en question sur l'UX, c'est assez important parce que c'est quelque chose qui est censé évoluer dans le temps. Il n'y a qu'à voir de toute façon, on va dire, toutes les entreprises qui perdurent et qui sont plutôt douées dans ces domaines-là. On voit que, en tout cas, sur un espace de 5 ans, il y a énormément de choses qui évoluent en termes de design pour l'expérience utilisateur et c'est normal. C'est normal d'avoir cette évolution. Peut-être une deuxième question de ma part. Justement, tu nous parlais du coup de ne pas oublier le mobile, et c'est vrai qu'on voit que c'est très important. Et justement, pour toi, à quel moment, à quelle étape il faut se poser la question du mobile? Que c'est d'abord on fait notre site normal et ensuite on se pose la question. Il faut le concevoir dès le début. Est-ce que c'est même l'inverse, il faut mieux concevoir le site mobile et ensuite se poser la question de comment est-ce qu'on va le faire sur web? Alors, ça va dépendre du projet. C'est-à-dire, si le projet, c'est un site, juste, pas une application, je pense à un site e-commerce, je pense à une landing page ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il vaut mieux partir en ce qu'on appelle mobile first. C'est-à-dire, concevoir en version mobile en priorité et après décliner en ordinateur, sachant qu'en termes de design, c'est même plus facile quand on commence par le mobile, parce que le mobile, ça peut être un peu chiant, et qu'on découle sur le desktop. Si c'est une web application un peu complexe, de dashboard et de choses comme ça, je pense la priorité, ça va être d'abord la version desktop. En fait, il y a 2 catégories. Soit, en fait, ça va être un outil dont on a besoin d'éléments qui ne seront disponibles qu'en desktop. Je pense typiquement à Dashboard, c'est pour importer des fichiers, tu les importes pas de ton téléphone. Donc, de toute façon, tu peux concevoir une version consultative a posteriori en mobile, ou alors même juste bloquer l'application et mettre un warning l'application n'est pas disponible en mobile. Il faut quand même qu'il y ait une information, je trouve, à l'utilisateur
qui comprennent. Par contre, si tu as une application qui va avoir des possibilités d'interaction en mobile, bah, soit c'est vraiment une application mobile et tu vas faire vraiment une application mobile, soit si c'est pour faire hybride, j'avoue que si c'est hybride, de toute façon, il vaudra mieux, je pense, partir en mobile first parce que ce sera suffisamment compliqué de développer une application en mode mobile et beaucoup moins de l'adapter en mode desktop. Je pense que, en tout cas, dans ces cas-là, c'est plutôt ça. Ok, parfait, très clair. Mais là, s'il n'y a plus de questions dans le chat, on va pouvoir clôturer l'event. Du coup, la semaine prochaine, on va continuer la série de webinaires. Donc, c'est moi qui ferai le webinaire du mardi avec Rémi. Normalement, il sera bien remis. Sera bien remis d'ici mardi. Donc, on va parler de comment bien construire un pitch deck, comment aller convaincre, justement, pour que ce soit pour aller chercher des business angels, aller lever des fonds, aller convaincre la banque, la BPI, vos investisseurs, vos salariés même, que sais-je. Comment bien construire un pitch deck, comment bien convaincre, justement. Et ensuite, jeudi, ce sera Rémi qui parlera un peu de la partie commerciale, comment lancer et vendre son SaaS, passer du 0 à 1, l'étape, la marche peut-être la plus haute et la plus, surtout, la plus terrifiante à franchir quand on lance son projet, passer du 0 à 1, c'est un gros sujet. Donc voilà, on verra tout ça, on abordera tout ça la semaine prochaine. Et je sais pas, Rémi, je te laisse pour la régie, pour la vidéo, etc. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté Merci à ce beaucoup à tous. webinaire et on se retrouve sûrement la semaine prochaine.